Nous sommes reçus chez Jean Descartes et ça nous est un très grand honneur. Et Jean Descartes, il est bien connu comme écrivain et il est aussi fils d'écrivain, Guy Descartes. Et l'auteur du roman des grandes capitales, l'auteur de l'impératrice Eugénie, de Sissi, et puis des sagas des Romanov, saga des Grimaldi, saga des Windsor, c'est votre dernière publication, et qui sont connus dans tout le vrai et grand public français. Alors, je vous pose une question, votre dernier livre, et le jubilé de la reine d'Angleterre. Voilà, mon dernier livre est parti du mariage du prince William et de mademoiselle Kate Middleton, qui a attiré plus de 2 milliards de téléspectateurs. C'est donc un véritable événement. Ce n'est pas le mariage du siècle, comme on l'a dit, mais c'est intéressant parce que ça montrait la façon dont la couronne britannique avait pu se raccommoder après le malaise qui avait suivi la froideur de la souveraine après le décès de son ex-belle-fille, la mythique et dérangeante Diana. Ce qui me frappe, et c'est ce que je raconte au début de ce livre, c'est que les rois d'Angleterre, dans le fond, sont d'origine allemande, ce qu'on avait un peu oublié, puisqu'en Saxe-Cobourg-Gotha, et même lorsque, en 1714, un nouveau souverain arrive, c'est à Hanovre, et la dernière représentante de la maison de Hanovre était la reine Victoria. Ce qui est un paradoxe, parce que Victoria va incarner une Angleterre plus anglaise que d'habitude, et lorsqu'elle va épouser son cousin, le prince Albert, qui est aussi dans le rameau, dans le vivier Saxe-Cobourg-Gotha, elle alourdit la parentèle germanique, et en fait, ce sera l'Angleterre de Victoria, avec tout ce que ça comporte. Alors, donc vous avez écrit ce livre dans... Alors, j'ai écrit ce livre dans la fièvre de cette actualité et en prévision du jubilé de la reine actuelle, Élisabeth II, qui est en train d'essayer de battre le record de Victoria, 64 ans sur le trône. La reine vient de fêter ses 60 ans, puisqu'elle est montée sur le trône en 1952, à la mort du roi George VI, que tout le monde connaît mieux maintenant depuis le merveilleux film Le Discours d'un roi. Magnifique film. Ce qui veut dire que Élisabeth, depuis son avènement, avant même son couronnement en 1953, est la femme la mieux informée du monde, mais en toute discrétion, parce qu'elle reçoit tous les matins, où qu'elle se trouve, le contenu des fameuses boxes, ces boîtes de cuir rouge frappées au monogramme du souverain, qui contiennent tous les dépêches, les documents, les rapports, les analyses confidentielles dont dispose le gouvernement et dont le souverain doit être informé. Je rappelle que la reine, ce sont des privilèges de monarque constitutionnel très solides depuis Victoria, et que l'expérience fondée sur la longévité de la reine a renforcé, dispose de 3 pouvoirs lorsqu'elle reçoit son Premier ministre: le pouvoir de consulter, le pouvoir d'interroger et le pouvoir de mettre en garde. C'est très bien dit dans le film The Queen. Voilà, c'est remarquablement dit, un film remarquable que la reine n'a pas voulu voir. Mais elle a beaucoup apprécié le film sur son thème. La monarchie, toujours d'actualité. Alors la monarchie est plus que jamais une solution moderne pour le bonheur des peuples, c'est évident. Et dans le cadre de notre actualité française, ça fait un peu rêver. C'est-à-dire ça fait rêver parce que nous, tous les 5 ans, l'État est remis en question, tandis que là, on a une permanence de l'État. Il faut bien dire que la reine reçoit, sauf urgence, son Premier ministre, quel qu'il soit, elle en est au 12e, avec David Cameron, qui est le plus jeune qu'elle ait nommé. Elle le reçoit une fois par semaine, où il vient lui faire part de ses propositions. Et elle va lui demander, par exemple, si la solution qu'il propose lui paraît opportune. Ce qui veut déjà dire que la reine n'est pas d'accord. Mais c'est le gouvernement qui prend sa responsabilité, et ensuite le souverain ne peut pas faire de commentaires, notamment négatifs, sur cette décision. Elle a averti. Donc elle sait tout, avec une discrétion, une rigueur dans la discrétion absolument remarquable. Et donc une force. Et donc une force qui représente la permanence de l'État, et je trouve que la monarchie, à ce point de vue-là, représente un avantage, une qualité, parce que tout n'est pas remis en question. Malheureusement, en France, tout est remis en question, et l'État et le gouvernement régulièrement. Alors, est-ce que c'est un peu ces idées-là, Jean Descartes, qui vous a décidé de donner votre nom comme parrain de Politique Magazine? Vous avez fait un grand honneur. Il y a de ça, mais l'honneur est pour moi. Alors, Politique Magazine est pour moi un magazine très précieux, parce qu'il est à la fois d'information et de réflexion sur l'information.
D'abord, il est très bien écrit, il est agréable à lire, l'illustration et la maquette ne sont pas envahissantes, très bien choisies les illustrations, mais c'est le texte qui domine et c'est un magazine très bien écrit. Il faut que la presse écrite soit très bien écrite. Merci de ce compliment, c'est celui qui me touche le plus. Et personnalisé, ceci est très important, qu'on reconnaisse la plume de tel ou tel auteur. Et je dis la réflexion sur l'information avec un léger recul que donne le mensuel. Je prends l'exemple du dernier numéro sur un sujet qui me tient à cœur, la Russie, où Politique Magazine a très bien démontré que, quels que soient les défauts du président Poutine, n'oublions tout de même pas qu'après 70 ans de terreur, de communisme, de désinformation, de massacre de dizaines de milliers de gens, de millions de gens, on reste ébloui qu'il n'y ait pas plus de pagaille en Russie. Et que d'autre part, la Russie de M. Poutine, ça avait commencé un peu avec Boris Eltsine, mais là c'était la pagaille mafieuse, mais le principe était là, à retrouver son histoire, à retrouver son passé. Et j'ai assisté personnellement à l'inauguration assez surréaliste de la statue du tsar Alexandre III à Irkoutsk, comme promoteur de la ligne du Transsibérien. C'est une statue qui avait été évidemment déboulonnée en 1917, mise aux oubliettes de l'histoire, et qui est revenue et qui a été inaugurée par le ministre russe des chemins de fer. Car il y a un ministère des chemins de fer tellement ils sont importants. Et ça vous intéresse au premier chef. Ça m'intéresse beaucoup, comme fils de Guy Desgares et de Jean Desgares, si j'ose dire moi-même. Bon, je m'étonne que nous n'ayons pas une statue de Louis XVI devant le musée de la Marine, par exemple, à Paris, puisqu'on sait que le pauvre Louis XVI est monté à l'échafaud en demandant si on avait des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. Alors, en un mot pour finir, retrouver le passé pour aller vers l'avenir. Oui. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, et je suis effaré que l'enseignement historique français soit réduit à la portion congrue. Les derniers programmes nous annoncent que Louis XIV et Napoléon, quoi qu'on en pense, vont être réduits à 2 pages, mais en revanche, l'étude de la plaine du Gange et de son agronomie va nous assommer pendant des chapitres. Je trouve ça lamentable, et c'est la preuve d'une manipulation médiatique, parce que si on a des gens qui sont ignares, on peut leur faire croire n'importe quoi. Merci, Jean Descartes. Merci.